Alors pour faire sourire Marie-Françoise Plissard, on va commencer fort. Alors, ce qui fait présenter comme une des plus grandes photographes belges, alors moi j'ai dit la plus grande photographe belge, on m'a dit ben non, évidemment. On voit ici, c'est un petit résumé, mais on le voit assez facilement, je vais le remontrer un peu plus précisément, que si on prend les paragraphes, je les lis à votre place, mais tout en bas, elle a collaboré avec Skuten et Peters sur des livres de la bande dessinée en incluant de la photographie. Un peu au-dessus, là, l'avant-dernier paragraphe, elle est vidéaste, puisque nous allons voir des films, et tu me disais que tu en as fait 10, même des tout petits. 5, on va dire 6, je crois, et 6 des vrais films avec producteurs, etc. Et 5 des tout petits, un petit peu, avec juste un petit truc, quoi. Et puis on va regarder ce qui est au-dessus, c'est-à-dire toute une série de travaux sur la photo et l'architecture. Et plus avant, c'est comme ça qu'on va commencer, c'est le travail de Marie-Françoise Plissard, il est à la fois du côté de l'art contemporain, il est à la fois du côté de la photo d'architecture, et il est, voilà, exposition personnelle, alors il y en a quand même plus d'une, puisque ce qui commence ton travail, c'est droit de regard peut-être? Non. Encore avant? Est-ce que c'est 85? Mais si je dois tout chercher, non, ça a commencé en 1980. Bon, mais allons... En fait, pour arriver à quelque chose, Ouais. on n'y arrive pas tout de suite. Alors effectivement, le premier livre que j'ai fait, qui a vraiment eu, comment dire, un retentissement, oui, c'est Droit de regard, effectivement. Mais avant ça, pour arriver à faire ce livre-là, il y a eu un roman photo à Anvers, qui est le port que nous avons en Belgique, qui s'appelait Anvers Quai 117, et puis un autre qui s'appelle Fugue, qui vient d'être réédité maintenant, Ouais. qui est publié aux éditions Minuit. Et puis après, avec Benoît Peters, celui qui s'appelle Droit de regard, et pour lequel Jérôme Lindon, donc le directeur des éditions Minuit, quand on est venu avec ce livre-là, je devrais parler du roman photo. Donc, en fait, pour dire, voilà, moi j'étais photographe et je vivais avec un écrivain. On se dit, mais tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et qui est léger? Parce que toujours on m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas fait du cinéma tout de suite? Mais c'est toujours faire ce qu'on peut faire qui est à portée de la main et où il ne faut pas faire des dossiers, etc. Quelque chose, je suis sûre que ça vous parle, enfin c'est toujours, qu'est-ce qu'on sait faire avec ce qu'il y a juste à côté de moi? Et donc les romans photos, on pouvait les faire. Moi j'avais un laboratoire, je développais les photos moi-même, je les imprimais moi-même, et donc on faisait tout, du scénario jusqu'à l'impression des photos, etc. Il y a quand même un contexte, c'est que le roman photo, c'est ringard. C'est-à-dire voilà, que vous attaquez à un genre ringard en faisant quelque chose qui n'a pas de bulle, c'est-à-dire il n'y a pas de texte, ouais. Et avec un jeu de miroir, on va le comprendre, puisque Oui, c'est ça, la femme qui est ici se voit dans l'image qui est en dessous, c'est une photo qui est accrochée sur le mur, ouais, qui montre l'intérieur de l'image qu'on a vue juste avant. Il y a beaucoup, c'est un livre qui n'arrête pas d'avoir des mises en abîme. En haut à droite, tout en haut à droite, il y a une femme qui est en train de regarder. On ne sait pas si elle regarde un miroir ou une fenêtre. Et elle est en train de regarder la photo qui est dans la photo en bas. Donc il y a un jeu avec la narration, on va dire, ouais. Qui fait que vous êtes en train de contourner le travail un peu ringard des romans photos, des bluettes, mais avec un truc très intello presque. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, le roman photo, c'était décrié. Enfin, vous avez peut-être tous connu les romans photo, c'était tout à fait décrié. Bon, mais il y a aussi des gens qui aimaient ça. Mais moi, je l'ai vu comme justement un moyen d'expression à notre portée et que je pris au sérieux. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que toujours les gens disaient, on va dire les intellos, ils allaient faire des romans photos où il y avait de l'ironie. Et moi, je dis non, je prends ça au sérieux, j'y crois à fond et je le fais avec la foi. Et donc, certainement j'espère qu'il y a des moments drôles dedans, mais c'est pas une ironie moqueuse en disant j'utilise ce médium, mais je le regarde quand même de haut. C'est quand même, tu vois. Non, je dis j'aime ce médium qui mélange la littérature et qui mélange la littérature, un écrivain et la photographie et qui est à portée de notre main. Voilà. Alors, ce qui fait que expliquer comme ça a l'air soft, mais là où on commence fort, c'est que Benoît Peters en parle quand il fait plus tard la biographie de Derrida. Il fait un journal, puisqu'on l'a invité ici, on l'a invité à Ris-Orangis, parler de Derrida, puisque Derrida vivait à Ris-Orangis. C'est que vous avez droit à
postface de Derrida, ce qui est quand même un des plus grands philosophes au XXe siècle, qui écrit sur un roman photo, qui est aux éditions de Minuit. Donc vous êtes dans un univers méga intello, quoi. Oui, c'était, on va dire, le coup de génie de Jérôme Lindon, donc le directeur des éditions de Minuit. Et donc on vient avec le livre, c'est 1 an de travail, je ne sais plus, peut-être 2 ans de travail, enfin vraiment toute la chair et le sang que j'avais pu mettre dedans. Et donc on ne le prévenait pas, on dit voilà, Jérôme Lindon, c'était un type du tac au tac, on l'appelait, et c'est rendez-vous demain, il ne fallait pas attendre, quoi. Et alors il regarde tout le livre, et puis, il avait déjà publié un livre précédent, je me souviens, il avait lu tout le livre, il avait juste dit à la fin, il manque une virgule à la page 34. Et là, il regarde tout, mais c'était notre vie et tout ça, et à la fin il dit rien. Et avec un air très sérieux, il dit bon, il faut une préface à ce livre, je vois que 3 possibilités, soit Marguerite Duras, soit Gilles Deleuze, soit Jacques Derrida. Et je ne vous aiderai pas. Quel âge vous avez? Je ne vous gros aiderai pas. Et, attends, 85 On dira non, pas ton âge. 83. Vous avez entre 20 et 30. 83, donc on va dire, mais non, j'avais, je sais pas, j'ai l'impression que j'avais 29 ans. Ah oui. Ouais, Et voilà. c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure la photo du monsieur Benoît Peters dans ces années-là. C'est une photo de toi d'ailleurs. Ouais. Et donc, on ne les connaissait pas, et Benoît Peters, il a dit « Oh non, j'ai peut-être un lien avec, peut-être par Jean-Luc Godard. Non, je veux un de ces 3-là. » Donc Marguerite Duras, elle ne voulait plus voir personne, elle était vraiment... Hein. Gilles Deleuze, il était malade aussi, c'était impossible, et Derrida, il était tout à fait débordé. Mais bon, il a accepté de nous voir et dit « De toute façon, je ne ferai pas la préface, je vous préviens. » Et puis, comme on était avec le livre, il a dit « Ah, il a feuilleté, il a dit « C'est d'une violente beauté, ça je me souviens. » Quand même, il y avait une fois une réflexion, et il a dit « Faites-moi une photocopie. » Et puis il a livré cette postface 2 ans après. Oui, il est connu pour être très long à écrire. Ouais, 2 ans après. Et c'était cette préface de 30 pages. Et donc, c'était vraiment... un texte presque. Ouais, c'est ça. Donc, et je dois dire que c'était une bonne idée de la part de Derrida, parce que le livre, c'était bien qu'il ait cette caution-là. C'était bien, voilà, on va dire comme ça. Il y a quelque chose de très émouvant qui pourrait donner envie à tout le monde de lire soit la biographie de Derrida par Benoît Peters, parce que pour un philosophe aussi complexe, c'est très facile à lire. Ouais. Mais il s'est amusé à écrire un journal du livre qu'il était en train d'écrire. Et donc il décrit jour après jour qu'est-ce qu'il fait. Il décrit quelque chose d'extrêmement touchant, c'est que Derrida est mort quand il fait ce livre, il l'a fait il y a moins de 10 ans. Et il va fouiller dans les archives de Derrida. Et en fouillant dans les archives de Derrida, il trouve des notes de Derrida sur vous deux, en fait. Ah oui. Sur j'ai annoté quelque chose. Et donc il dit il y a quelque chose d'extrêmement émouvant, qu'il est en train de nous parler depuis 30 ans plus tard. Oui, effectivement, ça fait quelque chose quand tu dis ça. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait d'autres romans photos. Tu as annoncé d'ailleurs, je ne savais pas ça, mais dans la liste de toutes les choses que tu as faites, il y a écrit que tu fais une commise en scène et scénographie en 2003. Tu as fait de la mise en scène Ça s'appelle comment? Ça s'appelle que je ne vais pas le dire parce que ça a l'air d'être du flamand. Ouais. Non, mais ça, je raconte quand même parce que ça, c'est vraiment it's voilà. It's up on papier. Ça veut dire il y a quelque chose sur le papier. Mais ça, je raconte parce que bonjour. Excusez-nous. Ouais, bienvenue. Ça, je raconte parce que il y a des photographes ici. Il y a un photographe qui s'appelle Kylian, je sais déjà, il s'est révélé. Mais est-ce que vous connaissez la chambre technique? Est-ce que vous voyez ce que c'est une chambre technique? Non. Alors c'est un appareil, vous avez certainement déjà vu ça dans des photos, ce sont les anciens appareils, vous voyez, je vais... avec, oui, c'est voilà, je vais te montrer. Et donc ça, ce sont... quand Marie-Françoise Plissard s'amuse sur les toits de Bruxelles. C'est Mieke Verdun. C'est Mieke Verdun qui est une actrice qui me propose de faire d'être scénographe de sa pièce de théâtre. Et elle lit une pièce de Henri Michaud dans un théâtre flamand. Une femme que j'aimais beaucoup. Et j'ai jamais fait de scénographie. Et puis alors j'ai suggéré qu'on fasse un appareil de photo géant. Et donc ce qui s'est passé, il faudrait presque que tu tiennes le micro, mais donc on était à l'intérieur d'une chambre technique. Ah oui, ça. Donc, je dois le montrer. Donc, d'un côté, il y avait le diaphragme.
Voilà, moi je vais quand même y arriver. Donc d'un côté, il y avait le diaphragme, vous voyez, un diaphragme, ben, c'est comme vos yeux, ça s'ouvre et ça se ferme. Hein. Donc on mettait le diaphragme. Donc, la pièce, donc, voilà, il y avait les spectateurs, c'était ici il y avait un diaphragme, et nous on était de l'autre côté, avec juste un diaphragme. Et qu'est-ce que les gens voyaient? Enfin, je me trompe peut-être de sens, mais Ils voyaient au travers de l'appareil photo la pièce de théâtre? On était projetés sur le mur à l'envers, si tu veux, et on faisait tout. Donc eux, ils étaient dans un appareil de photo géant. Ah oui. Et donc c'était formidable ça. Et nous, on le disait de l'autre côté, donc c'était très spécial, ils nous voyaient à l'envers. Enfin, c'était vraiment... c'était tout à fait de la réalité pure, sans effet, mais c'était très troublant. Et avec Michaud, Henri Michaud, ça allait très bien. Alors ça fait une première chose qu'on peut lister dans ta carrière, parce qu'elle est très longue et pas finie, c'est que tu lis beaucoup en fait. Il y a ouais. énormément de choses qui partent de lecture, tu viens presque plutôt du monde de la lecture que du monde des images. Ah, oui. Sur Bruxelles Verticale, tu cites Francis Ponge, oui. À chaque fois tu t'appuies sur des choses que tu as lues, et le rapport avec Rêver sa ville, c'est que tu me disais qu'il y a Ségalène par exemple, tu as lu enfant des livres sur la Chine, et depuis toujours, c'est un lieu où tu as été, où tu retournes. Oui, on va dire que c'est... Enfin, je lis beaucoup plus la littérature que je ne regarde de photos, et je regarde beaucoup plus la peinture que la photographie. Oui. Et on pourrait dire, tiens, pourquoi est-ce que tu es devenu photographe? Pour la légèreté, et puis surtout, je sors d'une famille de 6 enfants, et la sœur au-dessus de moi, elle dessinait très très bien. Et si moi je essayais de faire quelque chose, je me disais, il faut mieux que tu oublies ça. Donc, je me suis dit, vraiment, la peinture, le dessin, c'est pas pour toi. Il faut que... Et donc, la photographie, c'est un cadeau du ciel, quoi, de pouvoir tomber sur la photographie. Oui, d'ailleurs, on va le voir, c'est que je te fais parler de romans et de littérature parce que c'est une des sources de ton travail, de rêver ce que tu vas prendre en photo avant de le faire, mais ton rapport à la peinture fait que les cadres qu'on va voir en photo sont extraordinaires. Et Francis Ponge, il y a des gens qui connaissent Francis Ponge? Ah oui. Ah oui, ok. Donc ça, c'est, je veux dire, le grand amour de ma vie. Donc on m'a donné le parti pris des choses quand j'avais 20 ans, quelque chose comme ça, et c'est Benoît Peters qui m'avait donné ça, et toujours, c'est le livre que j'ai le plus donné dans ma vie. Et ce que j'aime, c'est qu'il trouve cette poésie incroyable avec la chose qui est à portée de la main, aujourd'hui, maintenant, le verre d'eau, la crevette, le cajot, ce qu'il dit sur l'eau aussi, sur l'eau. C'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Ouais, ça c'est formidable. Et donc, comment dire, parce que quand on fait des images ou qu'on est photographe, mais on est toujours, le monde extraordinaire, il est à portée de la main, il est là, ici. On n'est jamais en fait dans un monde extraordinaire, c'est toujours l'aujourd'hui, maintenant. Donc c'est toujours ici, maintenant qu'il faut essayer de trouver ce qu'il y a à dire et de pouvoir le transformer. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ton parcours, parce que là on sort du roman photo, j'ai montré en passant que des gens ont écrit sur le roman photo, parce que si c'est réédité aujourd'hui, c'est parce que dans les années 80, ce que vous avez sorti n'a pas marché du tout. Ouais. C'est des pièces de collection. J'ai plusieurs exemplaires de ton même bouquin que je revendrai plus tard quand ça vaudra très cher. Quand même, le livre Droit de regard, il a fonctionné. Mais sinon, en fait, oui, moi, ça m'aurait bien plu qu'il y ait que le roman d'autres gens fassent ça. Que d'autres gens fassent ça. Alors, c'est vrai qu'il y en a eu. Et je vois aussi dans les écoles, j'étais un peu prof aussi, je vois que dans les écoles, tout à coup, il y a une initiative qui se passe là quelque part. Et il y a eu bien sûr quelque chose, mais quand je vois aussi comment ça s'est fait, je veux dire avec Benoît Peters, c'est aussi, comment dire, une passion commune. C'est beaucoup de circonstances qui ont fait qu'on a eu tellement envie de ça, et aussi, en fait, ça s'est mis. Et aussi, je voudrais aussi dire ceci. Je ne sais pas, maintenant on est en 2024, je ne sais pas si ce serait si possible que ça, de faire ça maintenant. Parce que ce que je vois, donc vous avez pu calculer mon âge, sinon je vous le dirai. Je vais le dire en belge, donc j'ai 70 ans. En fait, que les choses, je vois depuis que j'ai commencé, on va dire, depuis 1900, je sais pas, dans les années 75, en fait, les choses étaient très accessibles. On pouvait aller partout, on pouvait photographier qui on voulait, comme on voulait. Et puis, au fur et à mesure des années, les lieux sont devenus moins accessibles.
il a fallu demander des autorisations, ils ont été privatisés, ou de toutes sortes de manières. Donc moi j'ai fait 2 livres sur Bruxelles vue des toits, un premier en 1998, et donc là ça allait, je savais aller sur les toits un petit peu comme je voulais, voilà, vraiment j'avais un peu, il y avait même un toit qui était mon studio. Et puis en 2013, on m'a reproposé de faire un livre. Et là, c'était bien que j'étais une vieille bruxelloise, que je connaissais l'entrée des portes, etc. Mais c'était de plus en plus difficile. Et maintenant, aujourd'hui, en 2024, je n'essaye même pas. Les toits où il faut payer, et pour toutes sortes de raisons, les gens sont contents de vous dire non. Et ça, partout dans le monde. Alors, là-dedans, il y a une chose, parce que ça, je suis sûre que tout le monde a été confronté à ça, il y a une chose que je trouve... Donc vous verrez ça dans le film qui va suivre. Il y a une chose que je trouve, que j'ai appris et que j'aurais... Enfin oui, que je dois avouer que j'ai appris, je n'étais pas comme ça avant. Et ça c'est quand j'étais au Congo. En fait au Congo, on ne peut pas faire d'image. Au Congo c'est tout à fait, il faut avoir 5 cachets, il faut aller voir plusieurs ministères. Et quand vous avez tous vos cachets, ce n'est pas encore suffisant. Vous êtes devant aller à la police. Quand tu interviens au Centre Pompidou pour parler de ce travail, il y a quelques années, quelqu'un dit au Congo, tu peux risquer la mort pour faire une photo. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc faire un film comme... Enfin, tu as fait 2 films notamment. Ouais. Enfin, on va en parler, c'est pas rien. Mais donc la première fois, je ne faisais pas tout de suite un film, je faisais d'abord des photos. Et donc, je voyais que c'était impossible de faire des photos comme ça. Tout de suite, la police. Si jamais je voyais quelque chose, je me dis, tiens, ça j'adore ce cas, cette histoire-là, etc. Je sais ça, il me faut 24 heures, le temps que j'ai à la police, que je discute, etc. Mais aussi, je trouvais qu'ils avaient raison, qu'il fallait demander la permission, qu'il fallait dire ce que vous êtes d'accord, se présenter. Et je trouvais qu'il y avait aussi... Donc j'ai appris ça là, et j'ai trouvé que c'était la moindre des choses en fait, aussi d'établir un contact. Et puis en fait c'est ça qui est intéressant aussi, c'est on va photographier des gens, parce que le photographe on dit toujours voir ses parts. Donc vous voyez bien, tout le monde fait des photos avec son GSM, on fait des photos, on se met loin. Et pour pouvoir photographier ce qu'on voit, il ne faut pas être au milieu. Si vous voulez photographier un repas ou vos amis, eh bien non, le photographe, vous reculez, vous vous mettez loin, vous êtes loin. Et donc, en fait, quand vous êtes dans votre peau de photographe, vous n'avez pas envie forcément de parler aux gens, vous êtes dans cette posture-là et c'est l'appareil qui vous éloigne, c'est ça qui vous permet. Non, en fait, il y a quand même d'autres moyens. Et donc, en fait, le Congo, je vais le dire, parce que c'est ce film-là que vous allez voir, il m'a appris ça aussi. Il m'a appris ça, c'est très important. Donc, maintenant, alors, bien sûr qu'il y a des circonstances dans lesquelles je me dis, je vais quand même demander après, ou je vais me signaler après. Parce que si vous dites, coucou, je suis là, vous permettez, je fais une photo, eh bien, les gens, ils ne sont plus eux-mêmes. Et ce qu'on a envie, c'est que les gens soient eux-mêmes. Voilà. Alors, j'ai perdu les images entre-temps, mais on avait vu Bruxelles vue des toits. À chaque fois, c'est une commande ? C'est-à-dire quelqu'un vient et te propose de faire une vue... Alors, ça, c'est chaque fois une histoire particulière. Donc, je faisais déjà beaucoup de photos de Bruxelles par goût, pour toutes sortes de circonstances. Et c'était mon travail. Et puis à un moment, j'étais beaucoup sur les toits de Bruxelles. C'est tellement extraordinaire. Et c'était les années 90, donc il y avait vraiment beaucoup de travail. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui me demande de faire un livre sur Bruxelles vue des toits ? Et un jour, il y a une dame qui m'appelle, qui me dit « Ah, madame, est-ce que vous ne voudriez pas faire un livre sur Bruxelles vue des toits ?» Je me suis dit « Je vous attendais. » Et donc, cette dame, j'ai fait 2 livres avec elle, et donc on est toujours tout à fait en contact, et j'ai toujours une reconnaissance énorme, parce que ce livre-là, il a amené après que je fasse un film, parce qu'après, il y a un producteur qui a vu le livre, qui s'est dit « Tiens », qui m'a demandé de faire, qui m'a testé sur des petits essais pour d'autres choses. Et puis quand il a vu, il s'est dit tiens, elle pourrait très bien faire un film. Il a dit tiens, tu veux pas faire un film sur Bruxelles vue des toits ? Et moi je dis jamais non. Enfin, c'est pas vrai, mais je me dis tiens, mais quelle expérience. Je dis mais vous savez, je n'ai jamais filmé. Ah, ça n'a aucune importance. Vous verrez, c'est très facile. Je dis mais donnez-moi quand même un conseil. Ah oui, il faut toujours filmer 20 secondes, un minimum de 20 secondes. Et je dis, alors oui. Et puis après, les choses se mettent bien. Enfin, c'est chaque fois des histoires. Donc voilà, c'est comme ça que... Donc oui, c'est ça. Je reviens à cette dame. Et donc je suis très très contente de faire ce livre sur Bruxelles vue des toits. Mais c'est pas si simple en fait. Donc elle me demande, on se met d'accord.
Et puis, je commence, et ça ne va pas du tout. Je dis non, ça ne va pas, je fais des photos, ça ne me plaît pas, je trouve que ce n'est pas ce qu'il faut. Je dis, oh, je refusais, ou je regarde les photos que j'ai sur les toits, mais je trouve que ça ne fait pas un ensemble. Et donc je dis, mais tu ne vas pas refuser ça, enfin, c'est une commande extraordinaire. Bon, et... Tu en as une derrière toi. Ah oui. C'est un temps de pause très long pour avoir autant de détails? C'est un très gros appareil comme on le voit sur l'image là? Ouais, c'est un appareil panoramique. Et tout à coup, j'ai compris le système, donc j'ai compris comment il fallait faire, et puis là, il ne fallait plus m'arrêter. Mais elle m'appelait, et elle était aussi très délicate, et c'est au moment où ça n'allait pas, elle m'appelle, elle dit, est-ce que tout va bien, est-ce que ça avance? Je dis, ah oui, ça va vraiment très très bien, et ça n'allait pas du tout. Et puis j'ai trouvé le truc, et je ne savais plus m'arrêter. Et donc ça, c'est le deuxième livre, donc ça, c'est pas, quand je vous parle de la chambre, en fait, la chambre technique, si vous la mettez, si vous êtes sur un toit, et que vous la laissez telle qu'elle est, eh ben, vous avez que du ciel et vous avez un petit peu de ville. Vous avez que, je sais pas, si vous avez 10 cm, vous avez 3 mm de ville et 9 cm de ciel. Ça ne va pas, photographie la ville. Il faut se pencher. Donc, non, il fallait mettre l'appareil à l'envers, donc c'était quand même assez compliqué. Il fallait mettre sur un support, mettre le pied à l'envers. Ce qu'on voit là? Et puis, si on regarde très très bien, ben là, l'appareil il est de travers. Donc ici, il y a deux appareils. Donc ça, c'est la chambre technique, effectivement. Mais elle a une drôle, elle est un peu bizarre. Là, je ne sais pas ce que je fais. C'est pour une photo verticale, je crois. Ouais, c'est ça, pour une photo verticale. Tu fais surtout un truc invraisemblable, c'est que tu fais un autoportrait toute seule, c'est-à-dire que tu mets un appareil, un retardateur sur le bord du toit, elle marche jusqu'au truc, elle se cache derrière et elle attend que ça sans tomber. Voilà, et donc ici... Madame vient de découvrir les Yamakasi aujourd'hui, hein, mais elle l'était avant. Et alors ici, voilà, donc là il y a... Donc je pense, oui ça c'était l'éditrice, celle dont je vous ai parlé, qui me dit, voilà, que j'attendais. Elle me dit, maintenant tu dois faire un portrait de toi. On doit avoir un portrait de toi dans le livre. Je dis, mais allez, on s'en fout, on va pas faire ça. Elle insiste, puis je me dis, bon, ce portrait, ça va être pénible. Moi, je suis pas à l'aise devant un appareil photo. Le photographe, il ne veut pas être à l'aise parce qu'il va être devant une photographe, etc. Ça va être super ennuyeux, cette séance. Donc, je lui dis, la seule chance que tu peux faire, c'est de le faire toi-même, et surtout, tu fais qu'on ne voit pas ta figure. Et alors, donc voilà, je vois bien que je fais ça pour la photo, parce que mon appareil, qui est la chambre technique, il a une position bizarre, enfin qui est possible, hein, mais c'est pas comme ça que j'utilisais. Et en dessous, vous avez un super télé, qui est à 500 mm, c'est-à-dire 50 cm, en Hasselblad, enfin c'est un appareil très spécial. Mais c'est ce qui fait dire que pour avoir des images de ville comme ça, il faut que tu sois penché au-dessus du vide, ouais. Parce que sinon il y a trop de ciel en fait. Oui, alors là, ici, il faut que ça... Oui, c'est ça. Il faut que tu sois penché et que tu mettes ton optique, que tu la fasses descendre. Mais ici, c'est encore une autre technique, c'est un panoramique 6-17, 6 cm sur 17 cm. C'est une bête aussi à Fuji. Et voilà. Donc là, le deuxième livre, le premier livre, j'ai fait tout à la chambre technique. Et le deuxième, il est fait avec cet appareil-là, qui est un panoramique, ce qui fait un effet tout à fait différent. C'était une façon, chaque fois, d'explorer. Voilà ce qui fait un premier moment pour que tout le monde découvre le courage de madame, c'est-à-dire elle dit oui d'abord et après elle réfléchit comment on fait. Voilà. C'est ce qui va nous amener à Kinshasa à filmer. Et donc, comme cette vue du ciel te plaît beaucoup, parce que pour rappel aussi, la photo, c'est pas en galerie qu'on la vend, c'est plutôt avec des livres en fait que la photo circule. On peut l'exposer en galerie. Des gens voient ton travail et on te propose de faire un documentaire de 28 minutes. Voilà, c'est ça. Ouais. Sur l'occupation des sols. Ouais, donc ça, et c'est la première fois que tu filmes? C'est ça. Donc comme j'étais en train de raconter, le producteur me dit « Ah, ça ne vous dirait pas de faire un livre sur Bruxelles ?» Je dis « Oui, mais j'ai aucune idée, j'ai jamais fait de film, donc c'est tout à fait catastrophique. » Enfin bon, voilà, pour la petite histoire. Et puis, dans la rue, je rencontre un de mes étudiants qui me dit « Qu'est-ce que vous faites cet été ?» Je dis, écoute, je fais un film, c'est horrible, et je ne sais vraiment pas comment je vais m'y prendre. Et il me dit, vous n'avez pas besoin d'un assistant? Je dis, écoute, peut-être je suis un prof qui est chouette, peut-être, mais comme réalisatrice, ça va être horrible, je vais être très pénible. Parce que tu ne l'as jamais fait, en fait, tu essayes de le décourager mollement. Oui, pas mollement. Et alors,
Je dis, mais réfléchis bien, parce que je dis que des horreurs. Je dis, réfléchis bien. Demain, on se retrouve à tel endroit à 18h et tu me diras si tu veux le faire quand même ou pas. Et le lendemain, il est là et bien sûr qu'il veut faire le film. Et puis après, le producteur, je dis, voilà, j'ai besoin d'un assistant. Et le producteur me dit, tu veux... Et donc, il s'appelle Mathias, l'assistant, il est français, Mathias Noël. C'est avec lui que tu C'est avec lui. Et alors, il est derrière le producteur. Et le producteur me dit, tu veux une ou deux caméras? Je dis, deux. Et alors, c'était extraordinaire de faire ça avec lui. Donc, on a d'abord été sur le loueur de caméra. Et au loueur de caméra, on lui demande, vous n'avez pas de mode d'emploi? Et alors, il dit, en 20 ans de travail, on ne m'a jamais demandé de mode d'emploi. Et donc, avec cet étudiant, c'était vraiment formidable parce qu'on a tout fait en prenant le temps, de sans regarder, tu as fait ça, mais ça non. Et en s'inspirant aussi, on se posait tout le temps des questions fondamentales sur comment on allait s'y prendre. C'était une très très chouette expérience. Et puis un film, on a entraîné un autre. Atomium. L'Atomium, exactement. Qui était en mauvais état, en train d'être rénové à ce moment-là. Oui, donc quelqu'un avait vu un autre film, la femme qui dirigeait l'Atomium. Il était en train d'être rénové et il me dit, ah mais j'ai vu que tu savais filmer, pourquoi tu ne fermerais pas la rénovation de l'Atomium? Donc ça je l'ai fait de nouveau avec ce Mathias Noël. Ça c'était l'Atomium, donc vous voyez, je raconte quand même ça sur l'Atomium si tu permets l'anecdote. Donc, parce que voilà, donc le monsieur, vous voyez ce que c'est l'Atomium? Oui, il est derrière toi. Le monsieur qui a inventé l'Atomium, il s'appelle Waterkane, monsieur Waterkane. Donc j'étais l'interview avant qu'il meure. Et donc, c'est sur le gouvernement belge et tout ça, c'est l'exposition universelle. Ils ont l'idée donc de faire quelque chose. Il dit, excusez-moi pour ce que je vais dire. Pour mettre aux Français le nez dans leur caca, il faut que ce soit mieux que la Tour Eiffel. Voilà une motivation intéressante. Et alors, et ils disent peut-être vous mettez la Tour Eiffel à l'envers, etc. Et lui, c'est un ingénieur, il dit mais quelle idée stupide. Enfin, donc il trouvait ça ridicule, cette façon de lui demander de faire des choses. Et donc comment est-ce qu'il a l'idée de faire l'atome? Donc vous voyez que c'est 9 boules et qui représentent l'atome de fer. Et que 9 boules, et en Belgique nous avons 9 provinces, ce petit pays de 32 000 km² à 9 provinces. Et donc comment est-ce qu'il a l'idée? Donc vous le voyez bien, voilà ce qu'il a raconté. Il a dit, ah voilà, j'étais à la mer avec ma femme. De nouveau, plonge les choses qui sont toutes proches de vous, avec ma femme et ma fille. Et ma femme, elle tricotait des chaussettes avec 4 épingles, vous voyez? Enfin, 4 aiguilles, pardon. 4 aiguilles. Et ma fille, elle jouait au ballon. Et alors, il a mis tout ça ensemble dans sa tête, quoi, et ça a fait l'atomium, quoi. Donc, voilà. C'est la sérendipité, c'est-à-dire ce qui est autour de toi peut te servir. Voilà, et donc, c'était un bâtiment vraiment extraordinaire. Tous les gens, parce que dans le film, on voit, enfin, surtout je l'ai vu en vrai, mais donc toutes ces boules, elles étaient entourées de, là, c'est tout nouveau, mais d'un métal, j'ai oublié, je crois que c'était de l'aluminium, mais les gens l'ont, comment dire, l'ont défoncé avec des coups de pied, quoi, tu vois, pour enlever les plaques. Oui. Puis il y a des plaques qui sont tombées, mais les gens étaient fous d'amour pour ce bâtiment. Donc, mais c'est très beau. Oui. Enfin, maintenant, c'est devenu très commercial et tout. Oui. Moi, depuis que c'est fini, je n'ai jamais voulu mettre les pieds dedans. Mais les gens adoraient. On est en plein air. En fait, et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce bâtiment? Bon, sur cette photo, on ne le voit pas tellement. Mais enfin, vous voyez tout ce que c'est, sinon vous regardez chez vous. En fait, il n'y a que des articulations. Il n'y a pas... Donc, vous voyez, les boules, elles sont toutes petites. C'est que des articulations. Et je trouve ça très intéressant dans un moment... j'ai envie de parler du taylorisme, enfin le moment où on atomise tout, dans le sens contraire, où on sépare tout le monde, on sépare les gens, enfin, vous savez tout ça, hein, tous ici présents. La standardisation aussi? Oui, non, mais on ne va pas vers plus de liens, oui. On va vers moins de liens. Alors je trouve que c'est intéressant d'avoir un bâtiment qui raconte exactement le contraire. Mais on est en 1958, on croit encore au progrès à ce moment-là, voilà. Maintenant, je ne sais pas si tu comprends. Qu'est-ce que tu peux nous dire, je vais montrer un extrait mais, après de ce que tu as fait sur Liège. Ah oui, oui. Quelle différence entre, j'ai un peu vu la réponse, mais entre prendre des photos et filmer? Parce que tu te retrouves, comme tu dis, une opportunité en amène une autre, c'est ce qui fait que tu as une sorte d'inconscience ou de courage de te lancer des défis à chaque fois, mais
filmer et prendre des photos, c'est quand même très différent. Mais j'ai aucune idée de ce que j'ai répondu, mais bon, je vais essayer de répondre aujourd'hui. Moi, je me souviens, si tu peux le dire à ta Ok, attends, place. je vais d'abord essayer de dire aujourd'hui. C'est là, je viens de Chine et je viens de filmer tout le temps, je n'ai pas fait de photos. Ben, on va dire que filmer, c'est une expérience très immersive. Et On voit un extrait du 4e mur. Il n'y a pas de son, j'ai pas mis de son. Donc assez souvent, tu as des plans fixes. Parce que tu m'as dit, photo, si on dit que je fais des films de photographe, ça m'énerve. oui, enfin avant, ça Mais m'énervait. assez souvent, on va le voir dans Kinshasa, le film Ouais. après, ta caméra est posée. Et il n'y a pas de mouvement de caméra, tu n'as Non. pas une sorte de Non, la le caméra sur mouvement- l'épaule. Le mouvement, il est devant toi, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Donc ça, on va être plus concentré aussi. Et alors, on le voit là parce que voilà, l'ombre de déplacement de la grue, le fait que le personnage se déplace devant le plan du théâtre de Liège, en fait, c'est Oui, il à dit- l'intérieur de l'image que ça bouge, tu n'as pas besoin que le Et cadre il dit bouge. l'espace, quand vous le voyez, il dit l'espace, l'espace. Là, ça c'est qui une dit des rares l'espace. fois où il y a un plan qui bouge. Ouais, et là, Peut-être c'est pas une manière de filmer de photographe, mais de peintre en fait. C'est-à-dire tu Ouais. poses ton cadre et puis tu regardes ce qui entre Ouais, dedans ouais. et ce qui sort. Et tu as parce que la difficulté de filmer, c'est il faut du son, il faut quelqu'un qui t'assiste ou il faut du montage. C'est pas du tout la même histoire que Non, que prendre des photos. Non. Alors oui, c'est ça. Donc j'essaie de répondre à qu'est-ce que c'est quoi la différence. Ben, d'abord, c'est une expérience en équipe. Donc, et aussi, comment dire, la pression qu'il y a. Enfin, c'est aussi, il y a beaucoup plus d'adrénaline, j'ai envie de dire, quand on fait un film. Parce qu'il y a la pression des commanditaires, du résultat, de l'immédiateté que ça se passe maintenant. Il faut être là tout de suite efficace. Le moment où ça se passe, il est en train de se passer quelque chose, il faut tout de suite. Donc, on va dire que c'est beaucoup plus chaud et plus total, et on le fait totalement. Et comment dire, il y a plus peut-être d'intimité dans le fait d'être photographe, d'aller sur quelque part, et de prendre la mesure du lieu. On a, on va dire, un plus grand dialogue, parce qu'on prend plus de temps. Et le fait qu'il y a moins de pression et qu'on va saisir plus ce que... Puis c'est un travail plus solitaire. On est en train de voir comment le lieu va être détruit avant de construire le théâtre de Liège que vous avez vu en couverture. Donc c'est du temps, c'est 2 ans, 3 ans. Oui, c'est ça. En fait, le temps est vraiment un élément de ton travail. Ah oui, ça... Tu vas dans des lieux, Oui, alors il y a des tu fois... prends pas de Ouais. photos, Il y a des fois où ça, le temps, c'est vraiment un très très grand sujet. On va dire qu'il est... Bon, là, ça a pris beaucoup de... Oui, c'est ça. On va dire, il y a eu le moment de la démolition, le moment de l'installation. C'est ça. Donc, on va dire c'est 2-3 ans, l'atomium aussi. Bruxelles, c'est juste... Bruxelles, l'occupation des sols, c'est juste 1 mois, Oui. l'été. Et donc... Enfin, les temps... et là, je suis en train de faire une installation dans un métro. Et là, donc, je mets 11 photos. Enfin, peut-être que tu as Oui, déjà on va fait le ça. montrer. Ouais. Mais aussi, il y a des photos qui ont été faites en 24 heures et des photos qui ont été faites en 3 ans. C'est des mosaïques. Hein. En 3 ans, voilà, parce que voilà. Donc les temps sont très différents, mais c'est chaque fois très intéressant. Mais ce que je peux dire de mon expérience de tout ça, c'est que le temps, plus on attend, enfin parfois il faut savoir aller très vite, mais c'est bénéfique, quoi. De prendre son temps à faire les choses, il n'y a pas de secret. Alors, ce qui nous permet d'avancer un peu, c'est que dans ton travail, parce qu'il va falloir qu'on voit ce film, c'est que tu as fait aussi de la photo d'architecture de commande. C'est-à-dire des gens, ça c'est encore lié, Ah oui, mais c'est... voilà, de la photo, je ne sais pas si on dit alimentaire, mais pour des architectes en fait. Ouais. Ah, C'est mais un ça, des- c'est intéressant. Arrête sur celle-ci. Parce que ça, c'est... T'en as pas trouvé une autre avec cette maison-là? Non. Parce que ça, c'est un architecte... Montre juste à côté, derrière. Ouais. Non, ça, c'est un architecte. Il s'appelle Pierre Ebling, un architecte belge de Liège. Cette photo-là, juste la photo avant, voilà celle-là. Et donc ça, et c'est un type qui a beaucoup d'idées, un philosophe aussi, très spirituel. J'aimais beaucoup parler avec lui. Et là, lui, il avait lui-même une grande amitié avec un ferronnier, enfin un monsieur qui fait de l'acier Corten, qui avait fait des tas de trucs pour lui. Et tout à coup, pour son fils, ce monsieur a dit, je ne sais plus exactement quel est le processus, mais le fait, c'est que cette maison, elle a été construite en 1 jour. Et on ne le voit pas sur cette... J'ai d'autres photos, et on voit tout à coup, c'est toute cette coque que vous voyez, qui est là,
eh ben, tout à coup, elle était amenée et puis mise là-dessus. Ils l'ont posé dessus. Ils l'ont posée En une fois. En une fois. Elle était faite comme ça à l'intérieur, etc. Après, il y a les aménagements intérieurs, mais aussi, tu vois, c'est bien que tu me parles du temps. Voilà, c'était en un jour. Et donc ça, c'était vraiment, on voit jamais ça. Et il a fait cet exploit-là. C'est un travail qui parle du temps aussi, c'est que tu as pris en photo des lieux qui sont quelquefois anciens. Ouais. Ça, c'est toujours de la photo d'architecture pour des agences. Voilà, tu as fait un livre à partir du travail d'Isabelle Hiver sur des vieux cinémas. Ouais. Les ombres du palais qu'on peut acheter en bas si on veut. Sur les cinémas également. Et puis ça, c'est en parlant de temps, un hôtel, tu veux raconter parce que c'est un peu incroyable. Parce que voilà. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour une institution qui s'appelle les Monuments et les Sites et qui délivre des ordres de conservation de bâtiments, enfin, qui a un avis consultatif important. Voilà, ils m'ont demandé beaucoup de choses. Et à un moment, ils m'envoyaient toujours sur les choses un peu difficiles à photographier, un petit peu casse-gueule. Voilà. On a du tempérament. Et mais tout ça, ça m'allait très bien. Et à un moment, ils m'envoient dans cet hôtel qui s'appelle l'Hôtel du Berger, qui était un ancien hôtel de passe, dans un milieu bien fameux de Bruxelles, et un très bel hôtel. Art Nouveau. Oui, et ils me disent, voilà, et dépêche-toi parce que dans 15 jours, il est détruit. Et là, je vais dans cet hôtel et il y a une jeune dame qui est là. C'est de l'ordre il a été hôtel de passe de 1900 à presque 2000. De 1900, pas... 80, 90 Oui, c'est ça, on va dire 1950. Voilà, il est encore, il est encore meublé, il est encore avec tout... comme tu sais le capter, parce que le sujet est un peu périlleux, mais il y a de l'histoire sur les murs. Il y a de l'histoire. Et donc la question, c'est comment en 15 jours prendre en photo et là, un lieu. Et donc, moi, tout de suite, je suis là, ça m'amuse, ça m'intéresse. En plus, l'hôtel, il était vraiment très, très chouette. Il y avait vraiment encore l'ambiance, et un peu très pourri aussi. Et puis là, je vois une dame qui n'a rien à voir avec rien, qui n'est pas vraiment journaliste, et qui adore cet hôtel, et qui dit non, on ne va pas détruire cet hôtel, je ne le veux pas, je vais trouver une solution. Je dis, mais quelle folle celle-là, qu'est-ce qu'elle croit, comme si elle allait empêcher qu'on détruise ce bâtiment. Eh bien, oui, elle est arrivée, quoi. Elle m'a toujours dit. Et c'est Isabelle Léonard. Et donc, c'est quelqu'un, elle obtient toujours tout ce qu'elle veut, il y a des gens comme ça. Et elle persuade, et donc l'hôtel a été repris, il a été rénové, j'ai fait les photos de la rénovation. Elle a écrit l'histoire, elle a interrogé l'ancien propriétaire, et aussi une dame qui tenait l'hôtel. Elle a vraiment suivi plein d'histoires, plein d'histoires très incroyables. Le livre, il a été réimprimé, je ne sais pas combien de fois. Il y a un subterfuge que tu trouves, que tu expliques dans une interview, c'est que l'hôtel est meublé, il y a les lumières, etc. Mais tu rencontres une femme qui était une femme de ménage, ouais, qui va remettre des draps et des couvertures dans les lits, et tu dis, d'un seul coup, l'hôtel revit, en fait, rien que par ce subterfuge-là, en fait. Donc, tu as quand même ton travail sur le temps et sur les choses qui se sont passées, c'est que tu arrives à trouver une sorte de mise en scène qui va faire comprendre le temps. Oui, puis alors ici, c'était vraiment une belle aventure, parce qu'il était arrivé à ça, il y avait une décoratrice qui avait repris les choses de façon très très chouette, donc oui, ça c'était... Alors on va avancer un peu plus, parce que tu as travaillé sur Michel-Ange, enfin les carrières, donc te voilà invité, c'est absolument chic, au musée du Louvre autour d'une exposition sur Michel-Ange. Quand j'ai dit que c'était la plus grande photographe belge, je le redis, moi. Tu travailles assez souvent, parce que même dans les blocs de marbre, on dirait de l'architecture, hein. Tu travailles assez souvent sur des carrés. Ah oui, oui. Ça fait quelque chose où tu joues avec une espèce de symétrie de construction qui est très picturale. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec un Hasselblad, donc il y a un format carré, 6-6. Ouais. Et puis ça, c'est un petit chef-d'œuvre que j'aime beaucoup, moi, sur Mons. Donc tu as c'est une commande aussi sur la ville. Ça, c'est une commande, oui. On ne le verra pas, mais j'espère bien un jour qu'on va, grâce à la directrice, là tu n'étais que assistante avec Sophie Bruno, c'est un film... Pas assistante, j'étais à la caméra. C'est moi qui, donc... sur l'atelier de Cézanne, si vous le reconnaissez. Ouais. Sophie Bruno, qui est la réalisatrice, moi j'étais à la caméra. Voilà
On t'a dit, est-ce que tu peux... Et alors, autant régulièrement tu es modeste, autant tu dis quelque chose qui est très passionnant et je trouve qui est déjà prouvé que ce qu'on a vu. Tu dis, savoir où poser la caméra, ça je sais. Ah oui. C'est-à-dire trouver l'angle, trouver la façon de composer le cadre, tu le fais assez facilement, c'est très impressionnant. En fait, c'est pour ça que ta culture visuelle doit être... Ouais, mais c'est ça qui est, dans mon métier de photographe, en fait, c'est ça qui est gai. Il faut aller très vite pour ça. Hein. Tu es quelque part, tout de suite... Voilà, alors le glissement sur la dernière partie, c'est quelque chose sur les jardins, quelque chose sur les arbres. Et donc nous allons aller sur ce système qu'on va appeler de grille, c'est-à-dire, vous voyez, l'image est coupée en 9 morceaux. Oui. Alors ici, l'image, elle n'est pas bien compressée. Hein, donc, oui. Elle est pas comme déformée. ça. Oui. Elle est déformée, donc... voilà, donc, mais là, elle est qu'à moitié, voilà. Voilà, donc ça, c'est comme vous voyez ici. Je vous raconte aussi une petite histoire qui est encore une histoire de... Ça ne va pas, mais ça va aller. Donc en 2002, on me demande de faire un métro, de faire le métro Parc, qui est entre le Palais Royal et le Parlement bruxellois. Et donc, je suis très très honorée. Et je propose, je sais pas, à la fin j'ai une idée, on va dire. J'ai une idée que je propose. L'idée, elle vient un peu par hasard, il y avait une belle lumière, etc. Et je propose et mon projet est accepté. Et je propose en fait, et donc c'est pas vraiment, ce sont les couloirs que j'ai, les couloirs ils sont très très longs. Je propose une très longue frise de 60 mètres. Enfin bon, je vous raconte pas parce que sinon on n'aura plus le temps de raconter le reste. Mais j'ai un assistant à l'époque et je dis bon voilà le projet, tu fais déjà les photos, tu commences à, puisque vous connaissez bien le sujet, donc toujours ce fameux Mathias. Et puis il me dit, il vient vers moi, il me dit, mais écoute, j'ai commencé, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je dis, attends, je vais venir, ça va aller très bien. Puis je viens, et ça ne va pas du tout. Et je ne sais même pas pousser sur le bouton, je ne sais même pas faire clic. Donc ça, c'est très très embêtant. C'est une commande, c'est... On a l'impression qu'un photographe, ça appuie sur un bouton tout le temps et que ça réfléchit après. Non, alors en fait, tu attends... Bien, hein. Tu attends, en fait, tu regardes, Je regarde et je me dis, bon, ça ne vit pas... enfin, je me dis, c'est une très mauvaise idée, j'ai une très mauvaise idée, je ne sais pas faire ce projet, puisque c'est terrible, en fait, un beau projet comme ça, un métro, je ne savais même pas faire ça, quoi. Je dis ça parce que c'est avec un flexible, hein, pas tout de suite pousser sur. Enfin, peu importe. Et je me dis, il faut que j'ai une autre idée, mais enfin aussi quand vous êtes passé, vous avez un projet comme ça, c'est passé par les ministres des signatures, des comités d'artistes qui vous sanctionnent ou pas, enfin, ça passe par toute une série de choses. Et donc le projet avait été accepté, on ne peut pas changer d'avis, mais on est en Belgique quand même, hein, donc, et de toute façon, je ne parviens pas à le faire. Et il faut que j'ai une idée. Ou c'est le contraire, au lieu de ne pas savoir pousser sur le bouton, je ne sais pas m'arrêter d'y travailler. Qu'est-ce qui pourrait bien... Bon, ça ne vient pas. Et puis je me retrouve à Shanghai, je suis avec une amie chinoise, elle m'emmène au port, je suis en train de lire L'eau et les rêves de Gaston Bachelard, ça vous voyez. Et donc ce Gaston Bachelard... tellement extraordinaire, enfin, il m'a fait baver d'envie, je ne peux pas dire autrement. J'ai tellement envie de faire quelque chose autour de l'eau. Et puis cette amie, elle m'amène au port de Shanghai, un endroit où il n'y a aucun touriste qui va, et je vois ce port. Je dis, oh, ça c'est extraordinaire, mais c'est ça que je vais faire. Je vais mettre l'eau, je vais mettre l'océan dans le métro. Et donc il a fallu, j'ai pu changer de projet, parce qu'il y avait eu des tests de matériaux sur le premier projet, j'avais quand même réalisé quelques trucs, et les tests avaient été très mauvais. Je me suis jetée sur ce prétexte pour dire, voyez, je suis obligée de changer de projet. Enfin, c'était tiré par les cheveux, mais ça a été accepté, donc, et puis c'était tellement beaucoup plus chouette le nouveau projet, c'était vraiment bien. Et j'ai fait le lien. Ouais, cette photo-là, elle n'y sera pas, c'est une autre. Et donc j'ai changé de projet, je ne me suis pas arrêtée, donc j'ai eu l'idée en 2007, j'ai continué maintenant, elle est en train d'être presque finie, on est en 2024, tout le temps s'était retardé, et tout ce temps, dont je vous ai parlé du temps au début, tout ce temps que j'ai eu, c'est-à-dire
2002, la commande, 2007, la bonne idée, 2024, c'est un temps énorme. À chaque fois, c'était retardé. Tout ce temps, j'ai pu en tirer parti. Parce que chaque fois, j'ai amélioré. J'ai dû rendre tout mon projet en 2011 déjà. Donc, j'ai rendu 13 photos. Il faut être patient. Hein. Je les ai rendues. Et de ces photos qui ont été avalisées, qui ont été acceptées, maintenant, sur ces 13 photos, il en reste 2 qui n'ont pas bougé. Ouais. Tout le reste, ça a encore changé chaque année. Je vais encore faire mieux, etc. Et c'est passionnant parce que vous allez une première fois. En fait, c'est toute une étape. Vous allez une première fois quelque part. Ah oui, c'est là. Ben, ça ici, c'est en France, à l'Esconil, en Bretagne. Voilà. Pour que tout le monde réalise, excuse-moi, on a 9 ou 12 carrés. Et il faut que vous compreniez quelque chose qui est complexe, c'est qu'elle ne sait pas à l'avance quels seront les 12 carrés. Et donc elle fait 5000 photos de cet endroit. Et après, j'exagère un peu, mais elle imprime les 5000 photos pour essayer de les disposer. C'est-à-dire que le travail, c'est pour ça que je disais appuyer sur le bouton et puis réfléchir après, c'est qu'après on sort des choses, puis il faut... tu t'es donné une trame qui est la ligne d'horizon. Oui, je reprends un tout petit peu. Donc parfois, ici justement l'Esconil, c'était une tempête pas si longue que ça. Donc là, j'ai au contraire très peu de films. Là, j'ai peut-être, je sais pas, 36 photos pour ceci. Donc c'est un jeu qui est très bref. Enfin, voilà. Et donc en fait, oui, ça se passait. Donc j'ai toujours l'horizon. Donc j'ai une contrainte que je me suis donnée. C'est l'horizon toujours au milieu. En bas, le sol, donc l'eau. Parce que je suis toujours au bord de l'eau. Je suis toujours au bord de l'eau. Oui, au bord du précipice, tout à fait. Au bord de l'eau, je ne suis jamais dans la mer. Presque pas. Enfin, il y a toujours des exceptions. Et ce qu'on voit en bas est vu du dessus, alors que ce qu'on voit en haut est vu du... Et donc, j'ai mes photos. Donc, en fait, comme j'ai commencé en 2007, j'ai aussi toutes les techniques, c'est-à-dire de l'argentique, du numérique, du petit format, du grand format, du moyen format. Tout ce que j'ai utilisé dans ma vie se retrouve là-dedans, donc sous des formes diverses. Et donc, il y a des fois où j'ai eu très peu de matériel, c'est-à-dire, ici, j'ai cette tempête, j'ai une amie dont le compagnon est capitaine et qui sait lire la météo. Je dis, écoute, préviens-moi quand il va y avoir une tempête. Et donc je vais jusqu'en Bretagne avec tous mes appareils pour photographier la tempête. Elle me dit, ça, c'est le bon endroit. Et là, avant, comme si on était toujours là. Enfin bref. Et tu dis pas non plus que ton projet, donc, c'est de mettre la mer sous le métro, qui n'a plus de rapport avec le parc qui était au-dessus, qui était le premier projet, de composer avec beaucoup d'images sur 5 continents. C'est ça. Oui, non, mais j'oublie. Non, là, je t'arrête parce que le parc, il fallait que je fasse le lien avec le parc, sinon je trouvais que c'était... Enfin, je pouvais dire, oui, la mer comme le plus grand des réseaux, etc. Ça, on la connaît. Ouais, voilà. Non, je me dis, il faut que je fasse des images du parc. Mais bon, c'est pas encore sorti, donc c'est normal que c'est déjà formidable que tu aies vu ça. C'est pas celle-ci, hein. Oui, c'est la moitié de celle-ci. En fait. Oui, voilà, ici, il y a l'autre moitié, mais elle était déformée. Mais ici, donc on va avoir encore l'image, elle continue jusque-là. Et ici, en fait, il y a un petit étang, pas très grand, on va dire grand comme cette pièce ici. Et donc, je l'ai utilisé aussi, l'horizon au milieu. Là, vous voyez, c'est le Parlement. Et bon, la photo, elle est un peu floue, là, parce que c'est de la reproduction, mais... Oui. Voilà, et donc j'ai fait, et puis ça c'est le lien avec le parc, de l'eau, et puis j'ai une photo avec de la neige, où aussi la neige c'est de l'eau, voilà, donc j'ai fait le lien. Donc t'es comme l'architecte de l'atomium, tu trouves l'histoire après en fait. Oui, c'est ça, oui, voilà. Par contre, pour faire court, rappelez-vous que le roman photo a commencé par des cases, et que le système de cases se retrouve ici, c'est-à-dire c'est une sorte de narration à l'intérieur de l'image, qui fait qu'on voit bien que c'est tronqué, que c'est coupé. Oui. Et personne ne fabrique d'images comme ça, hein, à ma connaissance. Il y a, je te disais, Hockney qui a fait des séries de photos avec des Polaroids, mais pas avec des cases régulières comme ça. Oui, c'est ça. Et donc, oui. Comment ça t'est venu ? Par une contrainte, parce que dans le métro, à l'époque, maintenant, paraît-il, on peut imprimer des grandes plaques de 1,50 m. Enfin, là, c'est plus, ça fait 2,40 m sur 2,40 m ou 3,20 m sur 2,40 m, voilà. Et maintenant, je veux dire depuis 2 ans, en Italie, ils font des impressions comme ça. Mais à l'époque, quand j'ai commencé en 2007, on pouvait imprimer sur du décarrelage, du noir et blanc. Et donc, voilà. Et moi, comment dire, voilà, donc c'était la contrainte.
Voilà, et c'était une grande chance aussi d'être sur du carrelage plutôt que sur de la tôle émaillée. Parce qu'il y a d'autres artistes dans le métro qui ont imprimé sur de la tôle émaillée. Et donc ça c'est mieux en fait. Mais c'est aussi délicat, c'est cuit à 1200 degrés. Les noirs, si c'est trop noir, les noirs cloquent, enfin on ne peut pas les chauffer trop fort. Donc il paraît qu'on est au point que depuis 2 ans. Donc, mais à l'époque, en 2007, j'avais déjà vérifié ça et j'avais vu, enfin bon, ça c'est une toute petite histoire, ce qui s'est passé. Et donc j'avais vu que c'était possible. Mais ici, quand on a fait les tests, en fait c'était possible, pas pour un métro. Parce que ici, quand on a fait des tests, d'abord on a fait des tests en Italie, les résultats étaient horribles. Et puis tout d'un coup, l'intermédiaire, il vient avec un test de carrelage qui est super. Oh, je me dis, mais c'est trop beau pour être vrai, là, c'est vraiment comme la photo, c'est impeccable. Mais ce qui était bizarre, c'est que c'était fait en Belgique, alors qu'en Belgique, normalement, ils ne sont pas du tout spécialistes des carrelages. Moi, je dis, il y a peut-être un serpent, comment on dit ça, une couleuvre. Mais c'était un serpent. Une couleuvre, effectivement. Après, ils font des tests dans le métro. Qu'est-ce qui se passe si on met, si on met de la peinture dessus, qu'on l'enlève, etc. Ouais. Et en fait, ça ne tenait pas du tout, tu vois. C'était bien pour chez des gens s'il n'y avait pas une utilisation dans un métro avec tous les dangers qu'il y a. Et donc, ça se décomposait. Et donc finalement, on a trouvé... et voilà, donc... C'est pour ça que tu dis le temps est avec toi aussi. Oui. Le temps de faire, le temps de repenser. C'est pour ça que j'ai montré des images qui, entre-temps, n'ont pas été gardées. Oui, quand j'ai fait ça en 2007, en fait, la technique, elle n'était pas au point. Et je pense qu'elle était au point. Donc j'ai eu de la chance. Voilà. Alors la dernière partie qui nous amène dans 5 minutes à voir ton film, c'est que l'origine de ces... Je ne sais pas comment tu appelles ça, une trame, le fait qu'il y ait des images des rectangles les uns par rapport aux autres, non? Celle-là, je l'appelle... Comme des cases? Oui, des cases, une mosaïque. Je l'appelle 5 x 5, parce que c'est 5... Mais ce n'est pas une narration comme un roman photo ou comme une fiction, puisque on a l'impression à première vue que c'est un paysage global. Oui. Et c'est ce jeu entre de près et de loin qui est assez fascinant. Tu veux dire comment ça s'est passé? Oui, ça je raconte parce que ça c'est... Voilà, donc j'étais pour la 2e fois au Congo avec un anthropologue. On voudrait bien faire un livre et faire une exposition. Et on rencontre un grand curateur qui vient chez moi et aussi une curatrice. Et bon, ça, voilà. Ils viennent et puis je montre toutes les photos que j'aime beaucoup de Kinshasa, qui sont des photos pas du tout comme ça. Si vous regardez, voilà. Ce sont vraiment des photos dont je suis très fière et que j'aime beaucoup. Et la femme, elle regarde ça d'un air, elle dit, bon, tes photos c'est très bien, mais ça ne nous donne aucune idée de la ville. Tu n'as pas d'autres photos? Bon, je dis, oui, j'ai des petites photos, j'avais des petites photos que je n'avais même pas imprimées en grand, que je n'avais même pas montrées, et qui étaient, voilà, des petites photos de la ville comme ça, à gauche, à droite. Et alors elle regarde, ah, ça c'est intéressant. Et puis elle s'en va, moi j'étais vraiment pas contente, quoi. Je dis, avec mes belles photos, donc elle ne regarde pas, et puis mes photos que j'aime pas du tout. Et quand elle part, donc il y a cet ensemble qui n'est pas exactement comme ça, mais qui se trouve sur cette grande table. Et je me dis, ah, mais ça forme comme une image. Et je me dis, et si je... Voilà, et donc j'ai travaillé une première fois, et j'avais exactement le nombre qu'il fallait. Vous voyez, tout au-dessus, il y a le fleuve, en fait, ça se voit. Si vous voyez l'image, ça se voit. Tout au-dessus, là, il y a le fleuve. Mais à Kinshasa, il n'y a pas d'immeuble de grande hauteur, sauf un ou deux. Et celui-là, j'avais été au 19e étage quand j'avais eu besoin des autorisations, la première fois. Et donc, à celui, monsieur, j'avais dit, oh monsieur, qui donne l'autorisation, je lui ai dit, oh monsieur, laissez-moi prendre une petite photo depuis votre toit, etc. Et j'en avais pris 5, comme ça, sans avoir l'idée. Et donc, après que cette femme soit passée, en fait, j'avais les 5 qui étaient indispensables. Et puis ici, vous voyez, toutes des femmes, en fait ça c'est sur la place de la Victoire, ça c'est très connu à Kinshasa, Matangé, si des gens sont bruxellois. Et ici c'est des femmes il y a une maternité, vous voyez toutes les femmes qui ont des bébés dans les bras. Et donc oui, j'ai mis toutes ces photos ensemble. Et puis après ça a fait une affiche qui a été distribuée parce que c'était après, enfin bref. Parce que des photos à Kinshasa c'est assez rare. Oui, oui, c'est ça. C'est impossible. Oui, c'est ça. Et après, il y a eu une exposition à Kinshasa. Cette photo a été montrée. Il y avait donc d'autres photos. Et tous les Congolais, tous les Quinois, ils étaient tous
autour de cette image-là. Aussi parce qu'à Kinshasa, on n'avait pas le droit à l'époque d'avoir une carte. Et donc là, ils reconnaissaient... Une carte de la ville. Une carte de la ville. Donc tu devais toujours te débrouiller, je ne sais pas comment on se débrouillait. Et puis après, il y avait une photo, comme tout ça c'est du négatif, et une photo, je me souviens, qui était inversée, où je m'étais trompée, j'avais mis la gauche vers la droite. Et alors ils me disent, là, vous vous êtes trompée, madame. Et donc, oui, et donc cette image, elle a vraiment eu une vie, parce qu'elle a eu une grande vie, parce qu'après, il y a eu des expositions, c'était distribué comme affiche, donc beaucoup de gens ont eu ça chez eux, et c'était chouette, quoi. Oui, parce que ce qui devient important, et puis on va aller vers ça, puisque filmer une ville lointaine qui est une ancienne colonie, c'est pas, on parle de cadre et de place où tu mets ta caméra, mais la place d'être une femme blanche dans une ville du Congo qui a été une colonie. Mais tu as, avec Philippe Debec, tu remportes le prix de la Biennale de Venise. Ouais, le Lion d'Or. Pour ce projet. Ouais. Donc là aussi, tu n'es pas dans la photo, tu es plutôt dans l'architecture, tout comme tu étais dans le roman photo, ou là, tu es dans l'art contemporain. Là, à Venise, il y avait toutes ces photos, plus cette affiche que vous venez de voir, plus aussi un film sur le fleuve Congo, qui était un plan séquence de 18 minutes. Ah, j'en ai pris des captures. En fait. Ah, tu as pris des captures, voilà. Ouais, ça. Et donc, c'est un plan... Enfin, tout ça, c'est une histoire aussi. Voilà. C'est-à-dire que impossible de filmer, c'est à la fois dangereux et puis ouais, donc voilà, tu te mets sur le bord du fleuve sur un bateau et ça devient un long travelling. Oui, donc en fait ce qui se passe c'est qu'avec Philippe Debouc, le monsieur avec qui je suis au Congo, qui lui parle le lingala, qui parle toutes sortes de langues de là-bas, on veut tous les deux faire un film. Puis quelqu'un me dit, Marie-Françoise, il y a un endroit où tu dois aller, c'est le fleuve, c'est pour toi, c'est un lieu pour toi. Mais il est évident qu'il n'est pas question, d'ailleurs, il y a un réalisateur qui s'appelle Thierry Michel et qui a fait un film qui s'appelle Fleuve Congo. Il n'a pas filmé le fleuve à Kinshasa, parce que c'est interdit. Et là, on a passé 5 jours avec un chef coutumier, etc., dans les administrations, avec des petites valises, avec de l'argent dedans, et à vraiment donner de l'argent. Et au bout de la semaine, on a obtenu 45 minutes. 45 minutes, pas une minute de plus. Et donc, moi, je me souviens que je n'avais pas dormi la veille. Je me disais, où est-ce que je vais me mettre? Et puis, il faudra que je protège la caméra. Parce que quand vous filmez, et surtout si vous êtes concentré, que vous aimez votre affaire, tout le monde veut vous parler et vous enlever à ce que vous êtes en train de faire. J'avais bien réfléchi à comment faire. Et donc, il fallait, je me dis, il ne faut pas que je me trompe, il faut que tout de suite mon cadre soit bon. Enfin, pas falloir que je commence à chipoter, parce que j'ai 45 minutes, donc je ne veux pas perdre une minute. Donc, il faut tout de suite que je mette bien l'objectif, la netteté et tout ça. Et donc voilà, donc on a eu les 45 minutes, pas une minute de plus, parce qu'au bout de 45 minutes, le monsieur de l'administration disait les chefs vont se réveiller. Et en fait, ce qu'il y avait de très spécial et d'extraordinaire à Kinshasa, bon, il fait très chaud, c'est une ville, on va dire, tropicale quand même, mais c'est comme s'il y avait... C'est comme si vous étiez dans une rue ici, et que vous rasiez toutes les façades, et que vous êtes chez les gens. Donc il y avait un côté aussi un peu indiscret, on peut interroger ça aujourd'hui, je me dis tiens, est-ce que c'était tout à fait correct, mais c'était aussi extraordinaire. Il y avait ces bateaux superposés les uns sur les autres, au train. Et donc les gens étaient, enfin, on était dans le cœur de la ville et des gens, et tout ça c'était sans commentaire, et je trouve que ça racontait plus sur Kinshasa que toutes les paroles qu'on aurait pu dire, quoi. Il y avait vraiment... Et là, on va pas voir d'extrait de Chine dont tu as rêvé quand tu as lu enfant, de villes comme ça, mais comment on fait quand on va dans un pays qui n'est pas le sien, avec des gens qu'on ne connaît pas, pour les filmer, en fait? Ouais, c'est assez difficile. Voilà. Donc, je parle de cette photo-ci, oui. Ou bien je parle du film? Ben, les deux. Ok. Cette photo-ci, je raconte quand même. Donc, ça s'appelle Les parlementaires debout. Et ce sont en fait des Congolais, en fait, ils lisent des journaux, vous voyez, qui sont accrochés avec des pinces à linge, et ils discutent de la politique. Parce qu'ils ne s'achètent pas les journaux, et ils discutent. Donc moi je connaissais, et ça se passe au parc des Eucalyptus. Moi voilà. Et j'avais pas pu, la première fois que j'avais été, j'avais tout à fait repéré cet endroit, mais j'avais pas pu faire la photo, parce que toujours on me voyait comme blanche, etc. Et puis tout à coup, j'apprends que je vais retourner à Kinshasa, donc avec ce Philippe Debouc. Et la première chose que je me dis, je vais enfin pouvoir faire ma photo
au parc des Eucalyptus, cette photo-là. Et c'est-à-dire, tu connais ta photo avant de la faire? Absolument. Et parce que je me dis, comment je vais la faire? Donc, comme je vous ai dit, c'est un Hasselblad, donc ça fait un bruit. Vous voyez? Donc, ça fait un bruit. Donc, on pousse et puis... C'est pas discret. C'est pas discret du tout. Et puis aussi, je suis blanche, l'appareil est gros, etc. Mais je sais qu'ils sont en train de regarder des journaux, donc je préfère une seule photo. Donc, je suis arrivée. Et donc j'avais tout réglé, ma distance, ma lumière, tout était bon. Et puis j'ai fait juste clic. Et puis évidemment, après ils ont regardé, c'était fini quoi. Ouais. Mais la photo, je l'ai eue. Et après cette photo, c'est vraiment une photo qui a intéressé beaucoup de gens. Voilà. Donc ça c'est l'histoire. Ça se passe, on va dire, en 2002, 2003, je ne sais plus exactement. Mais maintenant, comme on va quand même regarder ce film, bah voilà, Oui. ça tombe juste. Donc je vais raconter juste la naissance, la jeunesse. Puis on pourra parler avec toi après dans le hall en mangeant des bonbons. Voilà. Donc je vais raconter la jeunesse en 2 mots. Donc en 2 mots, je suis voilà. Enfin bref, il y a un monsieur, je rencontre quelqu'un dans une soirée, dans un spectacle, qui connaît le livre de Kinshasa et qui me voit et qui dit qu'on pourrait boire un verre quelque part, ok, à Bruxelles. Et ok, on se rencontre dans un fameux café qui s'appelle le Mo Café. Et alors il me dit, et si je vous dis Kinshasa, qu'est-ce que vous répondez? Je dis, oui, tout de suite. Alors, vous êtes libre le 1er décembre? Oui, je suis libre. Ok, alors on part. Et donc, voilà, j'aimerais bien, j'ai rencontré des musiciens qui sont d'anciens bandits, qu'on appelle les Kuluna, et qui sont devenus musiciens. Est-ce que tu voudrais pas faire un film sur eux? Et bon, moi je dis oui. Et c'est plus que dangereux. Oui. Et donc je vais d'abord avec lui, je la rencontre, tout ça, bon, comme ça. Et puis après, il y a un problème, c'est que je ne sais pas écrire, je ne fais pas de dossier. Je ne sais pas écrire une ligne de dossier, c'est comme ça. Pour avoir des financements. Pour avoir des financements, etc. Bon. Et bon, jusqu'à présent... C'est encore bien parti cette histoire. Ouais, il y a encore, donc toujours, il y a eu, je sais pas quoi, ou quelqu'un est arrivé, enfin, toutes sortes de chances. Et là, je me suis dit, bon, là, vraiment, ça ne sert à rien. Donc, je vais retourner toute seule et je vais être à la caméra, le son. Et puis après, c'est mes rushs qui devront convaincre les gens de me donner de l'argent, ou peut-être que ce sera bien tout de suite, quand même, tu vois. Tu fais le film sans avoir le financement du film. Oui, c'est ça. Et donc, j'obtiens juste un petit peu d'argent pour payer mon voyage et les payer eux aussi. Oui. Parce que eux, ils n'ont rien. Et donc, tous les soirs, c'est une cérémonie, tout ça, je peux raconter après, parce que tout ça, c'est intéressant. Et donc, je pars une première fois toute seule pendant 3 semaines avec ces 12 messieurs. Et donc, on essayait toutes sortes de choses. C'est pas facile parce que c'est vraiment la cata. C'est vraiment la cata, Kinshasa. C'est vraiment. Je passe d'abord une semaine à pleurer. Tellement. On va le voir dans le film. Ça va voir, non mais. Non mais les conditions de vie et la ville. Et qui ne. Bon, parce que là, c'est chaque fois pire, quoi. La première fois que j'ai testé en 2000. Donc là, le film, je le fais en 2018. Et bon, maintenant, je vais faire vite, hein, mais. Et donc, je passe 3 semaines avec eux. Donc ça, c'est très important parce que vraiment, je les connais, quoi. C'est 12 personnes, je les vois tous les jours, on se voit, on se dispute, on n'est pas d'accord, ils me font des propositions, je les aime bien, vraiment, on se connaît bien, quoi. Et eux, ils me respectent aussi, tout à fait, en fait. C'est ça aussi, je peux faire. Donc, en fait, c'est très chouette, mais très difficile aussi parce que qu'est-ce qu'on peut faire là, bon. Et ils font leur... Parce que le propos, ce sont d'anciens bandits truands qui montent un orchestre. Voilà. Et aussi, à l'époque où je vais, ils ont encore un lieu de répétition. Et donc, c'est là que je filmais beaucoup. Voilà. Et puis, bon, maintenant, je vais aller vite. Et puis, j'avais appris le montage aussi, parce que aussi, il fallait que je me débrouille moi-même. Donc j'avais fait le montage. Donc, j'ai essayé de monter ce moment-là, ces 3 semaines où j'avais été avec eux. Et voilà, oui, voilà. En fait, ça n'intéresse personne. Enfin, et je vois aussi mon ancienne monteuse, et elle me dit, mais tu devrais trouver une productrice. Je dis, écoute, c'est pas venu, tant pis, c'est la vie. Donc je me dis, bon, enfin voilà, je dis, voilà, parfois ça ne marche pas toujours. On peut rêver. Et, comment? On peut rêver, c'est le thème de notre festival. Oui. Enfin, puis après, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer d'être très brève.
Et puis cette monteuse, elle me trouve quand même une productrice. Donc je lui dis, écoutez, le problème c'est que je ne fais pas de dossier, elle me dit on va te mettre quelqu'un, enfin cette personne. Et puis je rencontre une amie qui me propose d'écrire le dossier, parce qu'elle a vu les rushs, donc ça a quand même servi à quelque chose. Enfin, vous verrez, ça n'a pas servi qu'à ça. Et elle me propose d'écrire. Et puis la productrice qui avait été trouvée, il y avait une commission tout de suite, une commission qui allait vous financer. Et enfin bref, la productrice dit, mais ce que vous avez écrit, c'est de la merde, qu'est-ce que vous croyez qu'une commission, ça va vous donner de l'argent, etc. Et moi, je lui avais dit, avant qu'elle me dise tout ça, je lui ai dit, attends, est-ce que tu permets que je t'enregistre, parce que je ne voudrais pas perdre des mots de ce que tu dis, je voudrais bien les transmettre, donc si tu permets que je t'enregistre avec mon téléphone, et comme ça, je le dis à la personne qui a écrit le dossier. Et donc le soir, je viens avec mon enregistrement où je fais parler. La personne, elle dit, enfin, qu'est-ce qu'elle croit? Et la personne est très fâchée. Elle dit, ah, mais moi je vais produire. Et donc, elle m'a produit, et puis on a été toutes les deux au ministère, on a convaincu les gens, la télévision a coproduit, et donc j'ai eu une vraie production, et j'ai pu retourner là-bas. C'est ça que vous allez voir. Et donc, je les connaissais en fait très bien. Les lieux de répétition n'existaient plus, mais donc il y avait ce couloir-là que vous allez voir, où en fait c'était une chance, parce que du coup il y avait tous ces enfants que vous allez voir et tous ces gens qui étaient là. Et puis... Tu es accompagné d'un preneur de son? J'étais accompagnée d'un preneur de son, donc imposé par la productrice dont je viens de parler, qui a écrit le dossier et avec qui j'ai obtenu, et qui s'appelle Félix Blum, vous allez voir son nom, qui était une perle extraordinaire, donc il faisait beaucoup plus que son rôle d'ingénieur du son, parce que là, il faut vraiment faire face à toutes sortes de situations. Par exemple, lui, il avait un téléphone portable sur lequel, qui était professeur, enfin, qui l'aidait à faire son métier d'ingénieur du son, il notait tout ce qu'il enregistrait, etc. Et puis, au bout de 2 jours, c'était arraché, mais après, enfin, une poursuite avec la police, finalement, on a retrouvé le téléphone. Tout n'était que des choses ultra spéciales. Mais ce que je veux dire avant que vous voyez le film, c'est que dans tous ces épisodes, parce que je les ai vus 3 fois, la deuxième fois quand j'étais toute seule, j'ai dit, ah, c'est un documentaire, je n'y touche pas, je ne m'en mêle pas, je les laisse faire, et C'est ça ta distance, tu veux dire? Ouais, c'est ça, je ne dis rien. Et puis, moi je discute beaucoup avec toutes sortes de gens, et puis j'ai un ami qui me dit, et non, et puis, enfin c'est d'ailleurs Benoît Peters qui me dit ça, en fait, si on fait un film, on a l'obligation qu'il vous ressemble, ça doit vous ressembler, ça veut dire aussi s'impliquer, tu vois, qu'on fasse une œuvre, qu'on écrive, qu'on peigne comme toi, eh ben, il faut que ça vous ressemble, c'est comme, il disait ça comme un devoir. Et alors, moi ça m'a frappé, puis quelqu'un d'autre m'a dit, et puis moi je me dis, mais je dois m'impliquer, je dois aussi, moi je viens ici de Belgique, je suis avec eux, et donc je me dis, non, je ne vais plus être là, comme ça. Et en fait, je n'a pas arrêté de... Comment dire, c'était tout un vrai dialogue. Donc je venais le matin, et alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc ça, c'était une idée à eux. Je ne vais pas maintenant vous dévoiler le film. Mais en fait, c'était vraiment des propositions. Je leur disais, comment ça va aujourd'hui? Ah ben ça va bien. Ben, on fait un film sur ça va bien, bon, vous faites une chanson. Ah mais j'oublie de dire que... Donc, dans le film, il parle le lingala, ça c'était important. Donc, moi, je ne suis pas douée pour les langues, donc le lingala, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas grave, parce que... Jamais grave. Parce que quoi? Tu fais un film avec des gens et tu ne comprends pas leur Je langue comprends directement. Pas, non, mais ils me comprennent grosso modo, quand même, parce que j'ai été colonisé par les Belges, donc c'est les Flamands aussi, mais bon, ils me comprenaient grosso modo. Il y en avait qui parlaient mieux que d'autres. Et puis, mais du coup, ils ont été très libres. Je dis, est-ce qu'ils parlent bien de ceci ou de cela? Et donc, voilà, comment dire. Donc, c'est très important qu'ils parlent langue. Et puis, alors, j'ai eu des traductions aussi. Donc, quand j'étais là, il y avait une femme qui parlait très bien le français, qui traduisait avec sa voix tout ce qui avait été dit. Donc, j'avais accès tout à fait. Et puis, de toute façon, je pouvais leur parler. On se comprenait. Mais pour moi, c'était très important qu'ils parlent leur langue, parce que du coup, ils sont à l'aise. Et donc, ça a été vraiment, comment dire, on va dire que des improvisations.
et des propositions d'improvisation. En fait, le point commun entre tout ce que tu as fait, c'est que le spectateur a toujours quelque chose à faire. Dans les grandes cases, il doit chercher. Dans le roman photo, il doit interpréter. Et là, tu laisses toujours l'improvisation se faire parce que le film est en train de se faire et tu y assistes en même temps que nous. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça, ce qu'il vient de dire là, c'est le plus grand compliment qu'on puisse me faire. Ah, voilà. Que le spectateur... On va regarder le film. Alors. Et sa place. Mais oui, c'est ça, en fait. Si un film est réussi, c'est parce qu'effectivement... On y va. C'est chouette, là.